nucléaire contre les Russes. Et je ne pense pas que ni les Russes aussi veulent de cette guerre. Donc du coup, il n'y a que la voie diplomatique. Il n'y a que la voie diplomatique, évidemment, dans ce conflit qui est celui de la négociation. La négociation de l'architecture sécuritaire de l'Europe continentale. Les Russes, quand même, selon les déclarations de certains diplomates européens qui eux-mêmes admettent aussi, ont quand même des préoccupations légitimes. Hein, parce que quand on parle d'expansion impériale militaire, évidemment, toute grande puissance l'aperçoit comme une menace. Parce que si aujourd'hui les Russes laissent les missiles de l'OTAN aussi défensifs que cela semble par rapport à ce que disent des membres de l'OTAN et le secrétaire général de l'organisation, que l'OTAN, disons, est une organisation de défense, défensive. Mais la réalité aussi, c'est autre chose pour ceux qui voient les actions de cette organisation, surtout quand les gens sont sans oublier plutôt tout ce qui s'est passé depuis l'Irak, la Libye. L'OTAN a voulu apporter des solutions militaires à des questions diplomatiques et évidemment jusqu'alors, ces États se sont transformés surtout dans le cas de la Libye, en des États ratés. Et du coup, c'est vrai, la justification peut être verbalement banale, comme on dit que bon, nous avons fait de notre mieux, mais ça n'a pas été suffisant. Certains diplomates européens et américains ont dit cela, mais c'est facile à dire quand on a promis de démocratiser, quand on a promis le bien-être par rapport à la situation critique évoquée par eux de la Libye d'avant. Évidemment, même le peuple africain a fini par voir en cela un leurre, un mensonge. Et on dit, bon, évidemment, la démocratie fonctionne comme ça. Et on vous promet la démocratie et à la place, c'est le chaos. Donc, tout ça, ça a impacté le prestige du système atlantique qui part de l'Amérique à l'Union européenne. Mais je pense que la crise ukrainienne, c'est une guerre de tranchées, en quelque sorte. C'est une longue crise. Nous en sommes qu'au début, parce qu'il va évoluer. Pour l'instant, je pense qu'il est nécessaire d'exclure l'affront direct, parce que simplement, l'Ukraine n'entre pas dans les principes de l'OTAN, parce que simplement, c'est pas un État membre de l'OTAN. L'article 5 de l'OTAN qui stipule qu'une attaque contre un est une attaque contre tous ne peut pas s'appliquer à l'Ukraine, parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Donc, même si on évoquait la perspective évoquée par les Ukrainiens, en manifestant leur volonté de vouloir intégrer l'OTAN, c'est pas suffisant pour que l'OTAN intervienne en faveur de l'Ukraine militairement. Donc, de ce pas-là, déjà, le conflit, je pense pas qu'elle est valide, parce que les États européens, membres de l'OTAN, n'auront pas de consensus là-dessus. Parce que pour aller en guerre, il faut que tous ces États-là aussi soient d'accord. Donc, du coup, la porte reste ouverte pour l'Ukraine, mais quelle Ukraine? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est l'Ukraine sans la Crimée, sans tout, sans ces régions de Lugansk et Donetsk, et l'Ukraine sanctionnée aussi par les Russes, qui du coup, peut-être vont en arriver aussi à dire, bon, vous avez sanctionné, comme a dit Biden, peuvent mettre fin à ce qu'on appelle le Nord Stream 2, le gazoduc, qui quitte la Russie pour l'Allemagne et qui va refournir toute l'Europe. Et évidemment, moi je pense qu'en sanctionnant la Russie sur ce volet-là,
la Russie aussi va sanctionner l'Ukraine, mais en termes de coûts, ça sera plus de coûts dans un monde en crise pour l'hégémonie occidentale qui doit soutenir avec son argent un État failli. Donc, du coup, il y a plusieurs enjeux. Dans ces enjeux-là, ce sont des cartes diplomatiques dans un monde trouble. Et évidemment, il faut faire très attention à prévoir le pire tout de suite. Parce que simplement, je pense que les Américains vont aller au-delà de leur propre propagande, les Russes aussi de même, pour essayer de trouver un compromis. Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans les conflits entre les grandes puissances. Ça finit toujours par le compromis, comme il y a eu même lors de la crise de Cuba. La tension était vraiment élevée, mais évidemment, après on descend au compromis. Je pense que dans ce cas, il n'y a pas à penser que une guerre qui sera tout autant mondiale est possible, parce que si elle implique les États de l'OTAN, c'est déjà une guerre mondiale. Donc, parce que après, quand la Russie va riposter, la Chine aussi va intégrer la guerre parce que c'est un allié russe. C'est vrai que jusque-là, les Russes et les Chinois ont évité de rentrer en accord, en alliance directe, parce qu'aussi peut-être il y a un volet économique à tout ça. L'expansion chinoise, évidemment, économique, nous empêche peut-être aussi pour l'instant de faire une alliance visible avec la Russie qui peut-être va donner l'opportunité aux Américains de considérer ces deux États comme un seul adversaire. Donc, du coup, il faut faire très attention. La situation, elle est trouble et il y a possibilité que la tension puisse augmenter parce que s'ils vont aussi décider ce qui a été dit par nombre de diplomates européens que la Russie peut être exclue du SWIFT, évidemment là, la tension sera vraiment grande parce que c'est l'attaque directe à une grande partie de l'hégémonie de la stabilité économique russe. Donc, si la stabilité économique est attaquée, le pays est déjà en guerre. Et la Russie a déjà pas mal de sanctions auxquelles on ajoute beaucoup d'autres sanctions. Évidemment, la situation n'est pas des meilleures, mais il faut comprendre que cette situation doit plutôt être négociée par des principes de diplomatie et de droit international. Ce que les Américains eux-mêmes aussi n'ont pas voulu parce qu'ils sont les premiers à quitter la majeure partie des grands traités. Et du coup, diplomatiquement, les Américains ne sont plus bons en diplomatie parce qu'au lieu de la diplomatie, c'est souvent la grosse voix des médias américains et la force qui s'applique. Donc, du coup, ça a fragilisé leur propre position à l'échelle internationale et leur crédibilité. Et du coup, face à des situations comme celle-ci, il faut tout repenser parce que au lieu des prédictions des attaques qu'a évoqué le Doc Mbali que les médias occidentaux ont publié, Poutine a simplement inversé la donne. Au lieu d'attaquer, il a reconnu l'autonomie. Donc en reconnaissant l'autonomie, évidemment, c'est une forme de porter atteinte à la souveraineté. Ce qui est logique, penser comme ça en diplomatie, parce que nous parlons simplement d'un État souverain. Donc, quand on a porté différemment atteinte à la souveraineté de l'Ukraine sans l'attaquer, évidemment, même la narrative de la propagande a du mal à suivre. Et là, c'est ce qui se passe, et c'est ce qui va troubler un peu les instances de pouvoir en Europe et en Amérique, parce que là, c'est une contre-attaque de tout ce qu'eux, ils ont insinué eux-mêmes, parce que souvent, quand des grandes puissances parlent comme ça, c'est qu'ils ont créé des conditions pour que l'autre fasse les erreurs qu'ils veulent, afin qu'ils atteignent les objectifs déjà prémédités.
Donc du coup, ce qui se passe aujourd'hui là, ça casse les têtes. Ça casse les têtes de ceux qui sont les penseurs de stratégie en Amérique, en Europe. Parce que après que l'Amérique ait envoyé des instructeurs, il a envoyé beaucoup d'argent en Ukraine pour intimider, pour recevoir des concessions de Moscou. Que fait Moscou? Moscou, il reconnaît l'autonomie. Il envoie des peacemakers. Il ordonne une mission de peacekeeping. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous les instructeurs militaires envoyés par les membres de l'OTAN qui sont en Ukraine, s'ils tirent sur ces villes-là, ils peuvent tuer ceux qui sont en mission là-bas en peacekeeping. Donc, du coup, qu'est-ce que cela veut dire si vous tuez les Russes qui sont en peacekeeping dans ces villes de Donetsk et Lugansk? Cela veut dire que les Russes vont riposter. Donc, la situation devient plus complexe. Et à cette complexité-là, il faut des réponses diplomatiques plus adéquates, sans lesquelles l'alternative serait non pas une guerre de procuration, mais une confrontation directe. Et ça ne va plus se limiter à l'Ukraine dans ces conditions-là. Parce que si elle devient directe, après c'est le chaos. Donc du coup, mon avis personnel, bien que je n'aime pas la donner, mais je pense que la diplomatie reste la meilleure solution. Peu importe la tension et l'intensification de la crise, la voie diplomatique, dans ce cas, est l'unique solution parce que simplement, la réalité historique du XXIe siècle a démontré que la guerre n'est plus le moyen de résoudre les conflits. Parce que même les grandes puissances ne gagnent plus de guerre. Ils tirent en longueur et ils perdent à long terme. C'est vrai que si on repart en arrière, on va dire qu'il y a une raison pour laquelle des guerres d'expansion coloniale ont duré plusieurs siècles. Peut-être aussi c'est une stratégie, parce qu'il faut détruire un peuple, et ça prend du temps. Créer la psychose qui va avec, l'éloignement qui va avec ses propres valeurs, en fouillant de part et d'autre une crise sans fin. Mais au XXIe siècle, cela a connu des échecs, parce que simplement, il n'y a pas une coalition qui ne fait qu'une seule chose. On a vu, par exemple, dans le cas de l'Afrique, pour ceux qui ont bien compris l'histoire de l'Afrique, c'est un collectif d'États impériaux, ils se sont réunis, ils sont allés conquérir. Et évidemment, ils évitent la guerre entre eux, ils la font que contre le peuple qu'ils veulent conquérir. Mais dans ce cas, en fonction des intérêts géopolitiques plus visibles aujourd'hui, quand tu vas attaquer un État comme la Corée du Nord, évidemment, il y a les Russes derrière et il y a les Chinois derrière. Lors de la guerre de Corée, on l'a vu, les Américains, ils ont attaqué et par la suite, la Chine les a repoussés. Donc c'est simplement ça. Ce qui a manqué peut-être à l'Afrique, c'est un allié durant cette période-là, multiséculaire de persécution et autres, un allié qui pouvait faire de même, qui pouvait intervenir directement. Donc, du coup, c'est une longue crise. Hein. Comme je l'ai dit, c'est semblable à une guerre de tranchées. Ça va vraiment tirer en longueur. Mais bon, espérons que le bon sens va prévaloir et que la diplomatie va triompher, bien que ça fait un bout de temps qu'il est difficile de parler de diplomatie quand on parle de politique internationale. Parce que simplement, même le droit international, aujourd'hui, vacille. La charte de l'ONU n'est pas totalement respectée, ni en politique, ni en économie. Parce que simplement, on voit, les guerres sont des sanctions économiques pour étouffer les États de l'intérieur, créer des crises internes qui vont renverser
des gouvernements. Donc, du coup, la guerre aussi a changé de nature parce que les circonstances sont délicates et il y a plusieurs difficultés en termes stratégiques parce que tout simplement, il y a des émergences de nouvelles puissances, que ce soit en économie avec la Chine, que ce soit militaire avec la Russie. On peut avancer l'argument raisonnable qu'on avance toujours, que la Russie, c'est une puissance pauvre, mais en termes économiques. Mais bon, après, dans ce monde, la souveraineté, c'est la capacité de défense. Tu ne peux pas être souverain si tu ne peux pas défendre ton peuple. Et du coup, la Russie, c'est l'un des pays qui a la pleine souveraineté parce que simplement elle est capable de se défendre et de défendre d'autres États comme elle a démontré par ses interventions en Syrie, par son soutien d'autres États comme le Venezuela et du coup, ça sera une longue guerre. Ça sera une longue guerre parce qu'elle concerne aussi l'ordre mondial, dans le sens où le système global construit après la Seconde Guerre mondiale peine à se maintenir dans la réalité de l'émergence de deux autres grandes puissances qui sont la Russie et la Chine.